enregistrer. C'est mieux, je fais une petite pause pour l'enregistrement. Même s'il est en live, c'est mieux qu'on puisse le retrouver après ailleurs que sur Facebook. Alors, je reviens à mon sujet. Pour que vous compreniez le principe, on va faire une analogie. On va faire une analogie avec... alors, c'est la journée de la femme motarde aujourd'hui. Donc, j'ai envie de faire une analogie avec la moto. Mais on pourrait faire l'analogie aussi avec la voiture. On va admettre que la vitesse de notre moto représente à la fois les calories qu'on ingère et notre métabolisme. Donc, pour comprendre cette vitesse et ses variations, on peut s'intéresser, par exemple, à l'aérodynamisme de notre moto, enfin de notre véhicule, en fait, la carrosserie du véhicule plutôt. On peut aussi, pourquoi pas, s'intéresser à qu'est-ce qui fait la vitesse aussi, l'adhérence des roues, mais ça peut être aussi le type d'essence utilisée. On ne met pas la même essence dans une Formule 1 que dans une moto que dans une voiture d'ailleurs. J'ai encore jamais vu de moto avec du diesel. Mais ce sont au final en fait que des facteurs annexes, des mécanismes secondaires. Si on veut vraiment comprendre la vitesse de cette moto, eh bien, il faut en fait remonter la chaîne, c'est-à-dire celui qui décide en premier de la vitesse, donc le conducteur. Eh bien, c'est pareil pour la prise de poids. Il faut se focaliser sur les mécanismes annexes, sur des réactions biologiques périphériques. Donc, alors, on en reparlera de toute façon un peu plus tard, mais il faut s'intéresser à qui décide avant tout de nos actions, qui décide des aliments que l'on avale, de la régulation de notre masse graisseuse. Eh bien, je vous l'apprends, c'est votre cerveau, c'est pas vous, c'est votre cerveau. Donc, avant d'entrer dans les détails, je vais vous raconter une petite histoire qui va un peu mieux illustrer mon propos ou ce à quoi je vais vous amener. En 1974, il y a un neuroscientifique qui s'appelle, de son prénom, je crois que j'ai un trou, mais c'est le professeur Sclafani. Je ne sais plus son prénom, mais bon, c'est pas grave, c'est annexe. C'est un neuroscientifique qui travaille à la City University de New York. Il étudie en fait l'appétit et il cherchait avec ses collègues là dans cette université le moyen de faire grossir rapidement des rongeurs, des rats, pour ses recherches. Mais ils tous constataient que c'était très lent avec des aliments classiques qu'il leur donnait en fait à ces rongeurs à cette époque-là. Alors un jour, en observant comme ça un des rats qui raffolait de la céréale Fruit Loop ou Fruit Loops, un truc comme ça, une marque de céréales raffinée très très colorée, super sucrée pour les enfants à l'époque, qui traînait en fait dans le laboratoire. Alors il a l'idée d'aller acheter au supermarché du coin des produits transformés, des produits ultra transformés, les produits préférés des consommateurs, comme donc ce type de céréales par exemple, mais aussi des cookies, des bonbons, du lait concentré très sucré, des pâtes à tartiner, bref, des produits aussi bien sucrés que gras. Et vous allez voir que ça a son importance. Et les rats vont immédiatement se ruer sur ces aliments et en fait, en quelques semaines, ils deviennent obèses. Et Sclafani, il publie sa trouvaille, sa découverte, en 1976, sous le nom, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, Supermarket Diet, le régime de supermarché. Alors, il est connu ensuite plus sous le nom de régime de cafétéria, parce que ce sont des produits que l'on trouvait non seulement au supermarché, mais aussi en repas de restauration collective dans les usines, les entreprises, etc., donc dans les cafétérias et aussi dans les universités. Et ça reste encore aujourd'hui un moyen des plus efficaces utilisé par les chercheurs dans les laboratoires pour faire trop manger les rongeurs, donc les souris et les rats.
pour les faire grossir rapidement. Alors ça, c'est une parfaite illustration de ce qui se passe chez l'homme. Ce que l'on va voir ensemble, en fait, c'est toute une série de mécanismes qui sont présents chez nous, comme chez les autres animaux, hein, pas seulement chez l'humain, qui ont permis de survivre à nos ancêtres et pendant toute l'histoire de notre espèce, comme on en a parlé toute cette semaine, mais qui aujourd'hui se retournent contre nous par rapport à l'environnement moderne, je veux dire. Donc, évidemment, on va passer en revue ces différents mécanismes neurobiologiques qui sont assez complexes pour que vous puissiez les comprendre. Mais vraiment, je vais essayer de simplifier au maximum, au mieux. Je vais essayer certains collègues vont me dire de vulgariser ces concepts. Mais ce que je veux, c'est que chacun d'entre nous puisse bien comprendre sans problème ce dont on va parler, sans crainte que je devienne un peu trop… voilà. Donc, il y a beaucoup de recherches sur les mécanismes de décision en fait, dans le cerveau qui ont été découvertes ces dernières années, ces 15 dernières années. Et en effet, contrairement en fait, à ce que nous pourrions penser, ce que nous pourrions penser, en fait, pourquoi on pense comme ça? C'est parce que on a été éduqué avec cette façon de penser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui disaient que l'Europe, par rapport à l'Amérique, on a à peu près 10 ans de retard sur tout ce qui est recherche électronique, etc. Mais en fait, c'est tout. Ça fait partie de l'évolution humaine. On n'est pas à la pointe des recherches aujourd'hui en France ou dans les pays européens. Et donc, forcément, notre cursus scolaire apprend à nos jeunes de maintenant à penser comme lui a appris avant. On transmet ce que l'on sait. Donc, c'est normal. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être ça va un peu vous perturber parce que c'est des choses que vous n'avez pas forcément entendues partout. Mais même si on ne pense pas comme ça, c'est une vérité et ça a été déclaré par des consensus. C'est-à-dire que les études ont été poussées à leur maximum. Donc, nos comportements sont dictés en grande partie par toute une série de mécanismes inconscients, ça c'est important à comprendre, qui réagissent à des signaux. Vous savez, certains signaux, un peu comme quand on conduit et puis qu'on voit un feu rouge, ben on s'arrête. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on agit pour manger? Comme l'expliquent parfaitement les Anglais du département de psychologie de l'université de Sheffield, qui sont, eux, à la pointe sur le sujet, c'est pour ça que je les cite, si vous n'avez pas mangé depuis un moment, en fait, votre corps veut de l'énergie pour sa survie. Et donc, à ce moment précis, manger est une action rentable pour le corps humain. D'accord? Il faut donc qu'il vous pousse à aller chercher de la nourriture. Donc maintenant, comment est-ce qu'il fait? Première étape, il faut vous motiver à aller chercher la nourriture. Donc, il y a justement dans notre super cerveau une zone qui s'appelle le striatum, qui est situé, en fait, si je faisais une radio ou un scanner, c'est en plein centre. Là, si je faisais une radio, là, c'est en plein centre ici, là, de la partie du cerveau, qui fait partie, en fait, de ce que l'on appelle les ganglions de la base, qui est responsable de faire le tri entre les différents signaux de motivation et d'émotion. Alors, déjà, est-ce que vous savez quels sont les signaux de motivation et d'émotion? On a la faim, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a aussi la soif, la peur, l'envie sexuelle, le chaud, le froid. Il y en a plein d'autres, etc. Tout ce qui est relatif aux émotions et aux motivations se trouve ici avec différents signaux. Donc, dans notre exemple qui nous concerne pratiquement aujourd'hui,
c'est la faim qui gagne. D'accord? Car elle est plus forte que les autres signaux à cet instant-là. Et le striatum, il va alors mettre en stand-by tous les autres signaux. Et vous commencez donc à les ressentir, à la ressentir plutôt, on va mettre la faim au féminin, donc à ressentir cette faim et à être motivé pour manger. Alors, il y a d'autres mécanismes dans votre cortex cérébral qui vont alors prendre le relais, puisque vous savez que quand on émet un signal, il faut qu'il y ait un récepteur. Donc, donc ces autres mécanismes, ces récepteurs, en fait, vont commencer à s'activer pour trouver concrètement comment obtenir cette nourriture, puisque c'est le but. Et les différentes options enregistrées dans votre mémoire vont alors se mettre en action. Un exemple. On a la faim qui se met en route, ça envoie un signal. On a les émetteurs qui vont se mettre à chercher quelles sont nos différentes possibilités pour répondre à cette faim. On peut commander une pizza, on peut aller au restaurant, on peut ouvrir le frigidaire, on peut aller chercher des légumes dans le potager. Voilà, tout ça, ça va entrer en compétition, toujours dans le striatum, qui va déterminer en fait quel va être le gagnant du jour par rapport aux informations que vous connaissez inconsciemment. C'est pareil si vous allez faire vos courses en supermarché et que vous avez faim. Votre caddie sera géré par le striatum. C'est-à-dire que vous faites vos courses, vous avez faim. Dans les caddies, qu'est-ce qui se mange rapidement? Vous allez être forcément attiré pour mettre soit une pâtisserie, soit un accessoire de boulangerie que vous pourrez, une fois la caisse passée, hop, tout de suite mettre dans la bouche. Là, l'inconscient va se dire la nourriture est-elle bonne déjà par rapport à ces critères que vous envoyez? Quel niveau d'effort pour y accéder? Ça va être aussi un critère de sélection. Quel coût financier? C'est ainsi en fait pour chaque étape du processus de décision. À chaque fois, vous allez avoir une compétition entre les différentes régions de votre cerveau dédiées à la motivation et à la cognition. Alors, qu'est-ce que c'est que la cognition? C'est tout ce qui est dédié à la mémoire, au raisonnement et à l'apprentissage. D'accord? Et puis, on a aussi, ça va se mettre en route par rapport au mouvement. Donc voilà, tout ça, c'est des axes de réflexion en fait que va se faire votre inconscient. Maintenant qu'on a compris les bases du processus du cerveau, comment est-ce que ce dernier va décider quoi et combien, quelle quantité manger précisément? Donc l'élément central de ce processus, c'est la motivation. Et la molécule qui est au cœur de cette motivation, c'est, vous la connaissez sûrement, la dopamine. Alors, vous en avez forcément entendu parler, souvent même, on la décrit un petit peu comme l'hormone du plaisir. Dans la culture populaire, quand on cherche des informations par rapport à la dopamine, la première chose qu'on trouve, c'est ça. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le plaisir, c'est autre chose. Il est plus lié à des endorphines. On pourra en reparler peut-être quand on fera des vidéos sur le sport, l'alimentation sportive, etc. Donc non, pas du tout. La dopamine, en fait, c'est un neurotransmetteur. Neurotransmetteur, c'est un petit peu, imaginez une petite voiture qui va transmettre une information. C'est une molécule qui est avant tout liée à l'apprentissage. Et ça, je pense que c'est une information qu'on devrait nous donner quand on est enseignant. Parce que c'est tellement puissant, tellement important dans la transmission de notre savoir aux enfants et aux adultes, hein, d'ailleurs. Hein. Quand on accomplit un objectif, eh bien, on a, peu importe l'objectif, hein, on a de la dopamine qui est produite pour renforcer
notre comportement ou le comportement à succès qu'on vient de faire qui nous a permis d'atteindre cet objectif. Par exemple, si vous allez dans un restaurant, vous trouvez le repas absolument délicieux, divin, vous avez été bien servi, super cadre, etc. Eh bien, vous allez produire de la dopamine pour apprendre que toutes les actions et les signaux qui vous ont mené jusqu'à ce restaurant, jusqu'à ce plat, jusqu'à cet objectif réalisé, sont positives. Et le cerveau apprend, en fait, on va dire, le bon deal. D'accord? 1, l'odorat et le goût identifient les saveurs. 2, l'intestin repère la présence, donc les neurones en fait, des caractéristiques recherchées, calories, sucre, gras, etc. 3, il envoie un signal au striatum qui entraîne un pic de dopamine. Et 4, ça augmente la préférence pour ces saveurs et la motivation pour les trouver dans l'avenir. L'illustration, je crois, la plus célèbre que l'on puisse trouver, c'est celle du fameux chien de Pavlov. Au début du XXe siècle, Ivan Pavlov étudiait la digestion chez les chiens et il avait remarqué qu'il salivait chaque fois qu'il voyait de la nourriture. Et donc, il a eu l'idée, en fait, de chaque fois qu'il apportait les assiettes de nourriture à ses chiens, eh bien, il faisait tinter une clochette. Et donc, il faisait tinter la clochette et il leur donnait la nourriture. Si bien que chaque fois que les chiens entendaient le son de la clochette, ils salivaient sans même avoir la nourriture. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le conditionnement pavlovien. C'est le même mécanisme qui nous fait saliver et qui nous donne faim lorsque on voit, je sais pas, une publicité par exemple pour un fast-food qui associe gras et sucre, que l'on sent une odeur de pain au chocolat qui sort d'une boulangerie quand on passe dans la rue. Voilà, vous voyez un petit peu, eh bien c'est la dopamine qui nous fait apprendre tous ces signaux et qui les met comme un chemin en fait jusqu'à l'objectif. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de développement personnel qui dit que ce n'est pas le résultat qui nous fait grandir, c'est le chemin pour aller au résultat. Eh bien, voilà, c'est exactement ça. Donc, la dopamine nous permet d'apprendre et de renforcer notre motivation pour nos recherches futures de nourriture. Bon, vous allez me dire, quels sont les facteurs qui vont influencer cette dopamine et cette motivation pour éviter que ce soit les fast-foods qui nous attirent, par exemple, ou les aliments trop gras et trop sucrés. Eh bien, écoutez, il est 13h, donc je n'ai pas pu finir ma conférence. Donc, on le verra en privé lundi sur l'appel de 13h30. Je vous remercie vraiment de cette écoute attentive, de votre attention, de ces 15 jours qu'on vient de passer. Pour moi, ça a été un vrai bonheur. Les appels continuent d'être gratuits, bien sûr. Juste, ils basculent en privé. Donc, vous avez juste à me demander le lien d'accès en tapant info sous la vidéo. Parce que ma connexion, en fait, ne me permet pas de diffuser tous les jours en double et sur Facebook et en privé. Donc, je préfère répondre à vos questions sur le live et en tête-à-tête. Et c'est pour ça que je stoppe les Facebook live. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Et je reprends le privé. Hop là, est-ce que... Voilà. Je suis à vous les filles. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai perdu aussi? Oui. Non. Oui. Non, t'entends. D'accord. Continue l'enregistrement là, Christine. Oui, c'est pas grave. Si on répond à des questions, c'est pas gênant. Non, c'était pour savoir. D'accord. C'est la diffusion en direct que j'ai arrêté. Mais vous voyez, ma connexion est instable et rien que le privé, déjà, c'est chaud. Est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire qu'à partir de lundi, on fait comment? Là, Oui, à partir de lundi, on fait comment? On reste sur cette conférence-là.
Pour nous, ça change, Voilà. Pour vous, ça C'est-à-dire change rien. sur ton Zoom. ça change rien pour nous. Alors, tu veux dire D'accord. après, quand il y aura la reprise scolaire, c'est ça que tu veux dire? Non, à partir de lundi, on va sur domicile coach et tu mettras un lien. Enfin, tu mettras ton lien Voilà. Tu le connais déjà? 21 29 83 80. Oui, D'accord. Et puis, je vais continuer de les enregistrer et puis je les mettrai en diffusion sur la chaîne. Ce sera plus facile. d'accord. D'accord. Est-ce que j'ai été assez simple dans l'explication Oui. de la création de Oui, oui. Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut la réduire, cette dopamine, et comment on peut la… Hein, j'ai hâte de savoir. Est-ce qu'on peut? Je vous donne rendez-vous lundi alors. Lundi, d'accord, d'accord. Ouais. Ça marche. Comment on peut la juguler, celle-là? Comment on peut la faire taire? Et oui. Et Finalement, alors, pour moi, la personne, ça se rapproche de tout l'art d'un enseignant. Tu vois? C'était un bon coach, c'était un bon formateur, c'était un bon enseignant, tu comprends ça. Parce que tu peux transmettre tellement d'infos aux autres en comprenant ce chemin et en stimulant la dopamine de façon différente en fait. Par exemple, Thérèse, tu as fabriqué la tarte aux fraises crue alors que ce n'est pas dans tes habitudes. oui, oui, alors, Voilà. tout à Pourquoi? fait. C'est la première fois, oui. Eh bien, parce que dans ta tête, les informations que je donne au fil des jours ou bien quand tu viens sur les appels comme ça régulièrement, t'ont donné des résultats satisfaisants et gustativement et physiologiquement, tu vois, énergiquement, etc. Et donc, tu sais déjà que quand tu vas déguster la tarte aux fraises, ça va t'apporter d'autres satisfactions. Donc, tu as créé un chemin, tu as créé un bon chemin vers un résultat qui t'a fait changer certaines habitudes alimentaires. Mais j'ai créé dans le bon sens. Voilà. Tu vas pouvoir le créer dans le mauvais sens. Et est-ce qu'on peut contrôler ce Bien sûr. Ce phénomène? Bien sûr. Et c'est tout l'intérêt de. Donc, je vais être obligée de le faire en 2 vidéos, puisque quand je vois le temps passer là, ou alors je parle pas assez vite, j'en sais rien. Et, ou je parle dans trop Non, non, si. Non, c'est bien, parce qu'il nous faut quand même le temps, hein, il faut quand même le temps de comprendre. Hein, donc, non, ça ne va pas plus vite. Hein. D'accord, ok. En fait, à chaque fois que j'essaye de transmettre une information, j'essaye de mettre un exemple dans la vie concrète pour que ce soit imagé et qu'on enregistre mieux l'information. Et c'est très clair. Et ça permet justement de fixer beaucoup mieux. Bon, tant mieux. Non, continue, je ne change rien. Hein. D'accord, ça marche. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, Christine, c'est est-ce qu'on mange plus que ce qu'on devrait au niveau de la quantité? Est-ce que nos besoins, finalement, on ne se les crée pas? Alors, pour la plupart d'entre nous, en fait, tu as du surpoids de 2 façons. Soit parce que justement, on consomme trop de calories par rapport à notre dépense, d'accord? Ou de calories rapides, ce que certains appellent aussi des calories vides, c'est-à-dire c'est des calories sans nutriments. Soit parce que c'est l'inverse. On est en sous-calories ou on est sous-alimenté ou certains vont dire sous-nutri. Et donc le corps se met en blocage famine et garde le surpoids. Et il fait un blocage de perte parce qu'il est en blocage il n'a pas assez. Donc s'il perd ses graisses de réserve, eh bien, il va mettre le corps humain dans des difficultés, notamment les difficultés organiques, donc fonctionnelles.
C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont en anorexie profonde et qui se trouvent pourtant gros au visuel parce que dans le cerveau, les chemins vers la dopamine, vers les objectifs, ont été faussés et que les organes se sont atrophiés. Donc là, d'habitude, par exemple, le premier signe de grande faiblesse en poids, c'est l'absence de règles. C'est l'aménorrhée. Puis après, tu as d'autres comme ça, parce que les organes vont se mettre en berne les uns après les autres, mais par ordre d'importance vitale. Voilà. Et ça arrive aussi après quand tu es en obésité morbide. Par exemple, quand je rencontre des personnes qui font 200, 250, 300 kilos. Les organes ne peuvent plus fonctionner. C'est l'effet inverse. Donc, il faut trouver son bon taux calorique personnel. Mais on fera une vidéo exprès là-dessus. Ben oui, c'est compliqué parce que tu ne peux pas être tout le temps en train de calculer. Non. Et en fait, il faut créer les bons chemins neurologiques pour que naturellement le corps fasse ci ou ça. Mais on y arrive. On y arrive. Je me souviens de ma première formation avec le docteur Katzin. Il nous avait dit le poids, c'est ce qui rentre en calories et ce que vous brûlez derrière. Si vous entrez plus de calories, il faut brûler plus d'activité. Voilà. Donc toujours l'équilibre, tenir l'équilibre. Et je pense que c'est le cerveau qui gère ça. C'est le cerveau qui gère ça. Et puis c'est vraiment très très simplifié. Parce que si c'était aussi simple que ça, eh bien, par exemple, tu prends quelqu'un qui consomme 3000 calories par jour et tu le descends à je ne sais pas, moi, la prochaine fois, je vous parlerai d'une étude qui a eu lieu aux États-Unis où on a descendu les gens à 300 calories par jour. Eh bien, en fait, le corps, je disais, le corps se met en état de survie et donc bloque la perte de poids. Ah oui. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui. Et c'est le cas pour les gens qui d'un seul coup se mettent à faire des centaines d'heures de sport sur la semaine parce qu'ils pensent qu'ils vont se dépenser plus et qu'ils vont faire, donc ils vont éliminer beaucoup plus de calories. Et finalement, c'est pas du tout le cas. Ils se blessent ou tu vois, il y a d'autres soucis parce que le corps complexe, c'est vraiment complexe. Ah, c'est une machine extraordinaire et passionnante. Oui. En tous les cas, merci infiniment. Je vous en prie, Christine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un moi aussi. Et puis demain, qu'est-ce que je fais en atelier cousinage? Je fais un crumble pêche abricot demain. Waouh! Il faut quoi? Donc des pêches, des abricots, oui. Ouais, et puis quoi? Je vais aller faire un saut chez ma fille là, parce qu'il y a du linge. Donc je vais aller me servir de son internet pour mettre l'atelier en ligne. D'accord. Voilà. Super. Merci. Merci.